Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Il m'a été demandé de parler de dispositions stratégiques et techniques dans la lutte contre l'insécurité en Haïti aujourd'hui. Est-ce que nous vivons une situation d'insécurité en Haïti? Le réflexe naturel serait de dire oui, tout de suite. Mais quand y a-t-il insécurité? C'est quand le dispositif organisationnel de la protection des citoyens est confronté à l'action des déviants. Or, la réalité aujourd'hui en Haïti, c'est que tout le dispositif dissuasif de l'État haïtien n'existe pas. Donc, on n'est pas dans une situation d'insécurité. On est face à un choix pour anéantir la société haïtienne. C'est un choix. Nous savons très bien que aujourd'hui en Haïti, la justice n'existe pas. À un point que ceux-là qui sont responsables de la justice vous disent qu'ils sont en fuite parce que leurs espaces sont occupés par les bandits. Les tribunaux sont fermés, les avocats n'ont pas de lieu de travail, les cabinets sont fermés. Les prisons sont bondées, les gens arrêtés ne peuvent pas être conduits par devant la justice. Il y a des gens qui sont en prison. Si on avait entendu leur cas, ils seraient libérés sous une période de 6 mois, d'1 an, de 2 ans. Ils ont 10 ans en prison. Parce que la mécanique institutionnelle pour résoudre les questions de justice n'est pas en place. Nous faisons face à une situation où aujourd'hui, il semble que le seul recours, c'est la police nationale d'Haïti. Comment peut-on demander à la police nationale de faire un travail qui n'est pas de son ressort, pour lequel elle n'est pas entraînée, elle n'est pas préparée et ce n'est pas son orientation? C'est comme demander à un enfant de 5 ans de gérer un foyer. La situation actuelle que nous vivons, que j'appelle naturellement dans ce que nous vivons aujourd'hui, il y a les causes superficielles. Et ce sont ces causes superficielles-là qui causent au niveau de la citoyenneté un électrochoc. Il y a des choses qu'on vit et qui sont d'une violence inouïe. Mais ces choses-là ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des accidents. Au contraire, ce sont des éléments d'électrochoc sur le plan social pour provoquer ce qu'on appelle, ou bien l'inertie massive de la population, maîtrisée par la peur, sachant très bien que les solutions immédiates qui sont requises ne sont pas là. Depuis plus d'une année, nous vivons une situation de positionnement hautement stratégique de l'organisation de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui sont informés sur l'étude des espaces physiques, des espaces géographiques, si vous prenez une carte de la baie de Port-au-Prince, vous allez voir que toutes les sorties stratégiques de la capitale ont été contrôlées depuis près de 2 ans. Si on veut remonter dans l'immédiat,
Et c'est un travail hautement technique, hautement technique. La baie de Port-au-Prince est adossée au massif de la Selle. Massif de la Selle qui commence par rapport à Port-au-Prince, au pied du monde des enfants perdus, que aurait les Mon Chacha, c'est dans le coin zone Dumé, et de Dumé, vous descendez vers Galette Roche-Blanche, la Féonée, la Croix des Bouquets, pour arriver en tenant compte de la sortie vers Cavaillon, ensuite vers le plateau central, et pour atteindre Canaan, ensuite la route nationale numéro 1, le littoral est atteint en prenant la route 9 qui jouxte Cité Soleil, et pour boucler la boucle sur Martissan. Pendant plus d'une année, la sortie sud de la capitale a été verrouillée. C'est ce qu'on appelle un exercice, un entraînement pour voir comment le dispositif peut réagir. Ça n'a pas réagi. Et maintenant, la sortie nord et la sortie vers le plateau central peut être aussi bouclée. Et sur le plan stratégique, dès qu'un tel mouvement est mis en place, il faut s'attendre à une deuxième phase qui est l'étranglement. Et c'est l'étranglement que nous sommes en train de subir maintenant. Et que les sorties sont verrouillées. Si les sorties sont verrouillées, deuxième phase, c'est marcher pour un monde à l'intérieur. Il n'y a jamais eu de réaction des responsables publics. Quand on est face à un problème de territorialité, on est obligé d'appliquer la solution de l'occupation des espaces physiques. Ce sont des positions fortifiées à reprendre. Ce n'est pas le métier de la police. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, la police a fait opération chaque jour. Elle a gagné des succès chaque jour. Le problème a toujours été même. Parce qu'elle n'est pas préparée pour des opérations d'occupation d'espace physique. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas répondu? J'ai toute une petite liste là de tout ce qui a, de tous les mouvements précurseurs de ce que nous vivons là. À un certain moment donné, vous avez entendu qu'un matin, on a rencontré à Port-au-Prince, un dimanche matin, cet Américain qui était dans un véhicule où il y avait des armes de guerre. C'est ce qu'on appelle des pré-tests. Pré-tests. Ils ont été interceptés. Et qu'est-ce qui a été décidé dans leur cas? Comment un Américain peut-il se retrouver sur un territoire étranger dans des véhicules avec des armes de guerre? C'est un cas patent d'agression internationale. Comment cela a-t-il été résolu? La police, justement, a fait son travail, a procédé techniquement à leur arrestation. Ils ont été conduits en garde à vue et ensuite, ils ont été évacués dans leur pays. Quelles ont été les réclamations d'Haïti? Était-il en Haïti en situation d'agression? Contre qui et pourquoi? Ces questions n'ont pas été élucidées. Ils sont tout simplement retournés chez eux. Il y a un ancien sergent de l'armée américaine qu'on a découvert dans ses bagages à l'aéroport international 2 fusils d'assaut qui ont voyagé avec lui dans l'avion.
Donc, on va me dire que quelqu'un qui met dans ses bagages un fusil d'assaut dans un aéroport américain et qui débarque en Haïti, il n'y a aucun contrôle dans le système de ceux qui entrent dans les soutes à bagages aux États-Unis. Qu'est-ce qui a été fait dans son cas? Les douaniers à l'aéroport ont fait leur travail, la police a procédé à son arrestation, et moins de 15 jours après, il a été remis aux autorités de son pays. Ce sont, pour moi, des prétextes, des situations qui vont voir comment les pseudo-autorités haïtiennes vont réagir. Par exemple, on a connu le phénomène de la prise d'otage des missionnaires américains. Les techniciens américains ne m'aiment pas beaucoup, mais ils me respectent. Quand il y a une situation compliquée en Haïti, ils m'appellent systématiquement, toujours. Mais comme ils pensent que j'aime beaucoup parler à la radio, ils ne m'appellent pas directement. Ils me font appeler par une journaliste, toujours une journaliste, jamais un journaliste. Et comme dans mon éducation, je suis obligé d'être courtois vis-à-vis des femmes, il est toujours difficile de dire non à une femme. Donc je réponds aux questions. Mais je sais que je suis dans un jeu. Parce qu'en acceptant l'interview, j'ai la capacité de découvrir ce qu'ils veulent savoir. Et en sachant ce qu'ils veulent savoir, je peux déterminer la profondeur de leur implication dans ce qui se passe. C'est un jeu gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Ça dépend du point de vue. Donc, je réponds aux questions. Par exemple, dans le cas des missionnaires, ils m'ont dit, est-ce que vous pensez que nous pouvons monter une opération pour délivrer des gens? Mais vous savez très bien que vous mentez. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une prise d'otage, c'est d'abord la vie des otages qui est le facteur le plus important. Il ne s'agit, à moins que ce soit en Russie, nous savons que la doctrine, c'est nous ne répondrons pas des otages. Mais nous sommes sûrs que tous les agresseurs seront fusillés. Ça, c'est la doctrine russe. C'est la doctrine russe. La doctrine française vous dit, oui, nous avons des otages, notre première priorité, c'est sauver la vie des gens. Pour le reste, on verra après. Ça, c'est la doctrine française. Est-ce que Haïti a une position doctrinale sur la question? Il y a beaucoup de gens qui parlent du plan. On aimerait avoir un plan de sécurité. C'est la chose la plus terrible que j'ai jamais entendue. Comment pourrait-on rendre public un plan de sécurité? Ça n'existe pas dans le métier. Car un plan de sécurité, c'est la chose la plus secrète qui puisse exister. Qui doit être monté, des fois, même dans l'ignorance des intervenants dans l'action. Et le plan de sécurité, c'est le dernier élément de la mise en place d'une mécanique de récupération sécuritaire. Maintenant, on me dit qu'on veut avoir un plan de sécurité. Pire, on voudrait que ce plan de sécurité soit connu. Donc ce ne serait plus un plan. Il y a beaucoup de gens qui parlent à la radio et qui déterminent même des mécaniques sécuritaires à mettre en place. C'est comme si la personne contre qui vous allez appliquer ce plan n'était pas en train d'écouter aussi. Donc, on est dans un espace où l'émotion, la grande émotion qu'il y a, nous traîne, nous emmène vers un espace où nous tombons dans du théâtre de mauvais goût et dangereux. Maintenant, une stratégie
Oui, mais on ne peut pas monter une stratégie sans une définition doctrinale. Par exemple, on m'a invité à une structure. La première chose que j'ai entendue, c'est la mise en place des brigades de vigilance. J'ai dit non, je ne participe pas. Parce que doctrinalement, ce n'est pas dans la ligne de ma pensée sur le plan doctrinal. Parce que les citoyens délèguent certaines responsabilités à des autorités. On ne peut pas demander aux citoyens de prendre des dispositions pour assurer leur propre sécurité, à moins qu'on veuille organiser un grand désordre national. Parce que le citoyen n'est pas préparé pour ça. Quand on me présente un plan, je dis non, ça c'est pas bon. Mais c'est 30, 40 années d'expérience qui jettent ce saut. C'est pas, ça ne vient pas de nulle part. Maintenant, est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'a pas de solution? Parce que c'est un problème, il a forcément des solutions. La pulsion serait que l'État parte en guerre pour tuer les bandits. Moi, je dis attention, l'État ne peut pas, dans sa réaction, se transformer en bandit aussi. Il faut avoir une approche technique qui puisse permettre de résoudre le problème, moi je l'appelle techniquement un problème superficiel. C'est la manifestation de quelque chose de plus sérieux et de plus profond. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui a des causes profondes et sérieuses. C'est la qualité de l'éducation. C'est l'inexistence du travail. C'est la désorganisation spatiale du territoire. C'est l'affaiblissement des structures économiques et sociales. Donc, s'il faut partir en guerre pour aller tuer des gens, ce n'est pas difficile, mais on peut avoir à être en face de ce même problème pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut, oui, avoir une approche pour stopper la blessure qui est là, qui est vivante, qui est criante, mais également aller sur les questions de fond. Qui sait aujourd'hui en Haïti quels sont les ministères qui sont impliqués dans l'organisation de la sécurité nationale? Si je demande à un responsable aujourd'hui, ministre ou même premier ministre, président, on n'en a pas encore, quelle est l'importance aujourd'hui du ministère, d'un ministère comme le ministère de l'agriculture, des eaux et des forêts? Mais si vous ne maîtrisez pas la production alimentaire sur votre territoire, vous êtes en situation d'insécurité. Si je demande à l'infrastructure organisationnelle de la protection de l'État, qui aujourd'hui est responsable de la surveillance sur les territoires étrangers, des facteurs qui peuvent être une menace pour Haïti. Au niveau de la chancellerie, les gens qui sont dans nos ambassades à l'étranger, ce sont les petites bouboutes, les petites amies et nos petites sœurs, nos petits frères. Ce ne sont pas des gens préparés pour la surveillance spatiale des menaces potentielles venant de notre territoire vers notre territoire. Or, l'organisation de la sécurité d'un État est faite en cercle concentrique. Ça sort de l'extérieur, c'est les ambassades, c'est les attachés commerciaux, c'est les attachés militaires, c'est les gens du service de renseignement qui sont banalement placés comme des ministres, comme des secrétaires, etc., mais qui, au fait, qui font un travail d'état de surveillance. Ensuite, c'est le point de la menace. Le point de la menace pour un pays, c'est les frontières.
les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières au niveau aérien. Qui les contrôle? Qui a l'autorité, par exemple, de le dernier cas qu'on a connu, un ancien sénateur qui est venu avec 2 camions et qui a décidé que les camions ne devaient pas être contrôlés par la douane. Et finalement, il a obtenu, par les armes, sans une réaction de l'État, que ces camions aient traversé la frontière sans avoir été inspectés. Bien que le douanier a été campé pour le faire travailler, mais le douanier n'a pas été supporté par l'État. Après, nous allons parler d'insécurité. La police ne peut pas aller sur la frontière pour contrôler ceux qui rentrent, ceux qui ne rentrent pas. La police ne peut pas aller dans les points d'entrée sur le territoire au service d'immigration pour faire le contrôle de qui rentre, qui ne rentre pas. C'est dans ce petit jeu de non-contrôle ou de mauvais contrôle qu'on a eu le problème des mercenaires. Car de tout pays normal, un étranger qui arrive à la frontière, remet ses documents, est contrôlé et surveillé par les services de renseignement de l'État jusqu'à sa sortie du territoire. Dernièrement, je suis allé à Saint-Domingue, je suis resté accidentellement près de 2 mois au-delà du temps que je devais, parce que j'avais fait un voyage pour 8 jours, je suis resté 2 mois. Mais en retournant à la frontière, on m'a dit, vous êtes resté 2 mois sur le territoire, vous avez une pénalité à payer. Mais ce n'est pas une prière que les agents ont faite. Il y a un système de surveillance et de contrôle. Maintenant, quand tous ces dispositifs-là ne sont pas mis en place, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'insécurité. Parce que la structure organisationnelle, Gaëtan mettait toute bagarre en place pour insécurité arriver, c'est mon Dieu qui a fait le arriver seulement. Donc, on a un vrai faux problème. On a un vrai problème, les gens meurent, les gens perdent leurs biens, les gens sont pourchassés dans leur demeure, ils perdent leur tranquillité. Mais c'est un problème superficiel parce que ce qu'il faudrait faire pour que ceci n'arrive pas existe. Un élément, ça ce sont les causes semi-profondes, mais il y a des causes beaucoup plus sérieuses. Est-ce que ce que nous vivons en Haïti est un phénomène uniquement endogène? Dans les causes semi-profondes, on nous a entrés dans un système démocratique. Très bien. Cela veut dire que le peuple sort choisir des dirigeants pour les mairies, pour les départements, pour le Parlement, pour la présidence. Mais est-ce que ces gens-là ont la capacité de monitorer le choix d'un dirigeant? Est-ce qu'ils ont été éduqués pour ça? D'ailleurs, la première expérience qu'on a faite dans le système démocratique, c'est avec les élections de 1990, où le président Jean-Bertrand Aristide, c'était visible pour tout le monde, même si ces élections-là n'ont pas été sanctionnées par un contrôle strict. Mais c'est clair que la population, dans son émotion, avait choisi le père Jean-Bertrand Aristide. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La personne qui, pendant sa présidence, avait imposé la démocratie, le respect des droits de l'homme comme méthode en Haïti, le président James Earl Carter, c'est lui-même qui descend quand il dit père Aristide, ah, mon cher, ce n'est pas une élection, c'est Bazin, et donc Bazin a fait le Premier ministre. C'est Monoui qui t'a imposé les droits de l'homme. D'ailleurs, c'est comme ça Jean-Claude Duvalier va tomber. Et démocratie, c'est lui-même qui a dit père Aristide. Donc, c'est que l'Allemand, pour l'entendre, pour frauder l'élection. On a eu en 2010, le même schéma. Où ceux-là qui nous imposent la démocratie viennent nous imposer la distorsion des résultats électoraux pour le choix des responsables de l'État.
Maintenant, ce ne sont pas des accidents. Aujourd'hui, la plaine du cul-de-sac est le centre des débats et de toutes les inquiétudes. Voilà. Non, aujourd'hui, Martissan, c'est déjà depuis une année. Je dis aujourd'hui, c'est la plaine du cul-de-sac. Alors vous croyez que c'est au hasard que ces points physiques vivent ces problèmes? Il nous faudrait, je suis obligé de conclure, aller vers des causes non endogènes et des causes directement reliées à cette propagande de la pauvreté d'Haïti. C'est le plus gros des mensonges que j'ai jamais entendu, que Haïti est un pays pauvre. Haïti est un pays d'une richesse telle que c'est à fleur de terre que la richesse est là. Dans mon métier, j'ai dû voyager à travers presque tout le pays. Moi, jamais en Haïti, je ne sais pas ces richesses qui ont gâté. On n'a pas même besoin de loin. La saline, on a passé la saline, qui sont à terre, qui fait fatra, c'est oranges qui pourrissent, c'est chadec qui pourrit, pendant que nous avons des gens qui ont vitaminose. Toute fatra qui la saline, ce sont des éléments organiques. Mon pas aucune machine à ramasser pour y faire compost. Mais nous pauvres, nous prenons un chadec, nous pressons, nous prenons juillet, nous jetons pour nous jetons cher là, mais nous pauvres. Mais l'Écosse a venu la prendre pour chadec, nous la prendre pour orange là pour le faire boisson alcoolisée. Nous pas prendre toute chadec nous gagnons pour nous faire confiture pour nous exporter, nous jeter. Mais nous pauvres. Nous pressons chadec là, mais nous pas prendre tout juillet, mais nous pauvres. Toute plage libre, pas fait rien, mais nous pauvres. C'est normal si nous n'organisons pas le travail. C'est le travail qui produit la richesse. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas des gens qui mettent en place des stratégies pour aller vers l'exploitation de ces richesses? Nous avons pile côté sur le territoire, si nous avons fait, nous ne pas baptiste. Comment on peut me demander maintenant d'assurer la sécurité de quelqu'un que je ne connais pas, qui pour moi n'existe pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour chaque petit monde qui fait mon acte de naissance? Là, nous allons vers l'organisation spatiale de l'État pour la vie des citoyens. Donc, tout ce que nous devons faire, qui est simple, nous ne le faisons pas. Et puis, après ça, on a plein. Et nous prenons demander même gens qui causent des problèmes, nous pour venir résoudre pour nous. Comment je peux demander à mon empoisonneur de me donner l'antidote? La réponse est connue. Haïti n'est pas pauvre. La pauvreté, c'est une pauvreté mentale. Et ils ont injecté notre tête dirigeant nous d'abord. Ils ont fait répéter. Et nous, parce que la personne qui est pauvre, qui seule alternative lui gagne? Demander. Et c'est ce que nous faisons au plus haut sommet de l'État. Nous toujours on bagaille n'a demandé. Et je termine. Haïti vient de livrer ce monsieur-là des 400 Maozo, sans condition aux Américains. Aucun pays ne fait ça. Oui, je peux livrer ce monsieur, mais je vais avoir quoi en retour? Parce que si vous venez chercher le besoin, il y a même, si vous me baoule, eh bien, on va 500 $. Oui, on met à la veille. Nous ne savons même pas quoi demander. Nous ne savons même pas comment négocier. Et les gens qui sont dans ces positions-là n'ont pas été choisis au hasard. Elles ont été choisies justement pour ne pas poser ce genre de questions. Merci.